Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première époque. Madagascar, 1952 à 1959. Figure 2. Carte hydrographique de Madagascar. Un des débuts difficiles. Novembre 1952, 2 mois déjà que nous sommes arrivés dans notre brousse finale. Rien ne s'est arrangé depuis notre bref séjour à Tananarive. Mon traitement n'est toujours pas payé, et probablement pas près de l'être. Le certificat de cessation de paiement s'est égaré entre la métropole et Madagascar, peut-être même perdu. Sans ce précieux CCP, pas de prise en compte possible. Financièrement, on ne me connaît pas, je suis inexistant aux yeux du trésor malgache. Seule solution, faire considérer le document comme adhéré, avec témoin et à l'issue du long délai d'attente réglementairement imparti. Tels sont les termes administratifs dont j'ignorais certains jusqu'alors, et qu'il me faut employer pour être entendu par les petits responsables du Trésor qui gèrent ma situation. Comme ce sont de petits responsables, petits blancs, petits vasas réunionnais, vasas éclis comme disent les malgaches, la morgue, la suffisance et l'intransigeance s'exercent d'autant plus que le requérant est jeune, nouvel arrivant, métropolitain, fonctionnaire d'un service technique et moins encore résident en brousse. Tananarive. À Tananarive, nous avons vécu chichement sur les maigres économies dont nous disposions. Ni Hélène ni moi n'avions souhaité évoquer à nos proches la précarité de notre situation, par fierté certes, mais aussi en pleine connaissance de la modicité de leurs revenus. Nous logions dans l'annexe de l'hôtel Mélis, peuplé d'indigents comme nous et de rats. Fatiguée par le voyage et par sa grossesse, Hélène avait besoin de soins et je me souviens, m'en étant ouvert à un vieux pharmacien Vasaa, lui avoir demandé le remontant le plus efficace et le moins cher. « J'ai ce qu'il vous faut », me dit-il. Et c'est ainsi qu'Hélène dut avaler matin, midi et soir une cuillerée de sirop d'échien Copyright 4, un sirop rouge à base d'hémoglobine, peu ragoûtant mais effectivement tonifiant. Je fis le siège du service provincial des eaux et forêts pour hâter ma prise de fonction. Mon supérieur hiérarchique, courtois, s'intéressait toutefois davantage à la préparation du stand de son service à la foire de Tananarive qu'au sort des jeunes arrivants. C'était légitime dans la mesure où il en espérait de substantiels moyens financiers. Il ne comprenait pas notre désir d'échapper le plus vite possible à l'hémorragie de l'hôtel et du restaurant. Se rendant à contre-cœur à mes arguments, il me prêtera une Jeep et une remorque et me donnera un réfrigérateur administratif à pétrole destiné à conserver la nourriture des poissons d'élevage. Il faudra toutefois renvoyer la voiture sitôt notre arrivée à la station forestière qui doit nous héberger à 150 km de là, en pleine montagne. Vous trouverez sur place une camionnette Peugeot 202 affectée à votre service. Dans la poussière de la cour, il y va du baise-main. Ma femme, surprise par la circonstance assez insolite, esquisse un léger geste de retrait, ce qui aura une suite dans nos relations. Son adjoint fera preuve de commisération et de compréhension, ce qui nous donnera in extremis la faculté de faire quelques emplettes qui nous permettront de tenir jusqu'au rappel des émoluments. C'est lui que nous verrons chaque fin de mois, apportant le salaire des ouvriers, les nouvelles de la capitale et celles de mes démarches, elles mettront 3 mois pour aboutir. À la veille de la naissance de Luc, fin 1952, nous serons sans un sou, isolés et bloqués dans notre trou avec une voiture en panne, sans téléphone, sans commodité, ignorés, sans amis. À Tananarive, on m'avait proposé plusieurs postes dont j'avais fait assez rapidement le tour pour choisir, compte tenu de l'état d'Hélène, celui qui se présentait sur les hauts plateaux, plus salubre me semblait-il. Chef de subdivision forestière, j'avais l'équivalent de 3 départements français à gérer. Reboisement, permis de coupe forestière, répression des délits, lutte contre les incendies et la déforestation, production de truites pour satisfaire les besoins des sociétés de pêche de Tananarive et d'Antsirab composées d'Européens importants et exigeants. Cette production constituait une grande partie de mes activités sur place. J'étais totalement incompétent en la matière, n'ayant bénéficié naguère que d'un cours de 2 heures, donné avec le dilettantisme qui le caractérisait par le directeur de l'Institut de zoologie de Nancy. Je trouvais toutefois sur place, à moitié moisi, le traité de pisciculture de Marcel Huette, un forestier belge qui, rencontré ensuite en France, devint un ami. Un bon traité,
très didactique, avec plans, croquis et photos qui me permirent de pratiquer la reproduction artificielle, le soin aux œufs et aux jeunes truites, le nourrissage, sans trop me rendre ridicule aux yeux du personnel malgache et avec une efficacité suffisante pour produire les sujets d'élevage demandés. L'Optimus Copyright. Logement non pas à Antsirab mais à la station forestière perdue au fin fond des montagnes du Vakinankaratra, au confluent de deux torrents. Il n'y avait pas à discuter. C'était le sort réservé à la plupart des ingénieurs de terrain, jeunes ou vieux. Je trouvais d'ailleurs cette disposition conforme à l'idée que je me faisais de mon métier, et je ne redoutais que le manque de moyens de transport. Nous partîmes donc de Tananarive au début d'un après-midi maussade, dans cette Jeep Willys Copyright bourrée de nos bagages, sans chauffeur mais avec quelques indications quant à l'itinéraire à suivre. Ce fut notre première réelle découverte des hauts plateaux malgaches. On nous avait conseillé de faire un stop à Ambatolampi, au cours duquel je pourrais prendre un premier contact avec l'administrateur du district. Il s'agissait d'un Eurasien sympathique que j'appris par la suite à apprécier. Ce fut également l'occasion de faire la connaissance de l'hôtel-restaurant au rendez-vous des pêcheurs qui fut souvent notre halte quasi obligée sur le trajet Antsampandrano, Tananarive, puis notre base arrière quand nous habitâmes 5 ans plus tard à Ambatofotsi, sur la route de Saint-Joiriveau. Nous arrivâmes finalement à destination, à la nuit tombée. Le garde Rakoto Justin, en uniforme blanc, nous attendait à la tête des principaux employés endimanchés. Le téléphone de Bruce avait fonctionné. Il nous fit visiter notre demeure, une robuste maison de 5 pièces et véranda, bâtie en pierre volcanique, pourvue de cheminée mais privée des commodités d'usage, ni salle de bain, ni cabinet de toilette, ni toilette. Pour les nécessités, il fallait aller dehors dans un édicule drainé par une rigole aboutissant au torrent. Pas d'eau courante, pas de téléphone, pas d'électricité bien sûr, ni de gaz même butane, mais des engins que nous ne connaissions pas et que Rakoto nous annonça comme le luxe suprême. Des lampes Optimus. On pompe, on allume et on y voit comme en plein jour, nous dit-il. Devant une demi-douzaine de spectateurs qui n'avaient jamais vu dans cette maison de Vasaa aussi jeune et encore moins une femme, et qui quêtaient avec attention la moindre de leurs réactions, le garde nous présenta donc la lampe avec l'invitation, qui lui semblait nous revenir de droit, à l'allumer. Je pompais, j'ouvris l'admission, craquai une allumette et allumai. Une giclée de pétrole imprégna le manchon, et au-delà, s'enflamma dans une arborescence fuligineuse qui dépassa de loin l'instrument sans aboutir à l'éclatante lumière qui nous était promise. Devant le danger d'incendie, j'étouffai l'embrasement avec une serpillière qui traînait par là, et je demandai s'il y avait des bougies. Il y avait des bougies, que nous allumâmes illico. Je congédiai alors fort civilement l'assistance en expliquant à Rakoto que demain il ferait jour, et que nous verrions ensemble les détails de notre organisation. Casque tenu respectueusement à la main, il nous souhaita la bonne nuit. Nous étions contents d'être arrivés, d'avoir un chez nous à organiser à notre convenance, et c'était un grand soulagement pour Hélène qui attendait notre bébé. Fatiguée, elle plus que moi, par des kilomètres de piste dont les 15 derniers assez éprouvants, c'est donc à la lueur des bougies que nous sortîmes rapidement de la malle cabine le strict nécessaire pour passer la nuit, qui fut froide malgré les couvertures. À 2000 mètres, en fin d'hiver austral, il ne pouvait en être autrement. Je me souviens qu'au seuil du sommeil, il me revenait le leitmotiv d'examiner dès que possible l'état des cheminées. Quant au bois, il ne manquait pas. Sur place, j'avais donc à ma disposition ce garde forestier, fonctionnaire malgache assez récemment nommé. Il me fit bonne impression, paraissant compétent et dévoué, le seul être parlant français à des lieues à la ronde. Il nous fut d'un énorme secours à tout point de vue. Il avait la haute main sur le personnel, maçon, charpentier, terrassier, pépiniériste, pisciculteur, homme toute main, et la conserva. Je lui faisais confiance plus qu'à l'ancien commandeur, licencié par mon prédécesseur intérimaire. Dès mon arrivée, ce commandeur vint me demander son retour en grâce, m'assurant de son dévouement avec force salam alek. Je refusai et cela me valut probablement quelques déboires supplémentaires. Le lendemain, je procédai à l'examen critique de la camionnette, notre seul moyen de liaison. Le constat se révéla assez alarmant. L'engin était âgé, usé, le circuit d'allumage était défectueux, rongé par l'humidité ambiante,
les bougies ne me semblaient pas de prime jeunesse. Pour le reste, amortisseurs et ressorts étaient très fatigués pour ne pas dire plus. Direction, frein et embrayage semblaient jouir bruyamment d'une très grande autonomie dans la dispersion et requéraient un doigté mais aussi une fermeté de sage-femme. Il faudrait faire avec. Je préparais sur le champ un rapport justifiant une demande de renouvellement de ce matériel roulant, rapport que je confiais au chauffeur devant ramener la Jeep. Je fis avec le garde un inventaire complet du matériel dont disposait la station, peu de choses en réalité. L'inventaire du cheptel révéla certaines surprises. Celui des grosses truites reproductrices était franchement déficitaire sans raison apparente, ni maladie ni prédateur. Rakoto m'expliqua que la situation était connue, et qu'elle avait motivé le renvoi du commandeur qui depuis fort longtemps avait organisé le détournement de grandes quantités de poissons. Il expliqua également que lui-même n'était pas bien vu, depuis sa récente affectation à la station. Certains dons étaient faits régulièrement à des autorités. Il s'y était opposé et avait refusé des truites à l'administrateur-chef du district qui venait de demander sa mutation. Il conclut en me disant : « Monsieur l'ingénieur, ici ce n'est pas un bon pays. Il y a trop de favelas. » Ce fut la seule appréciation qu'il me fit. Lui-même était natif de Soanin-Frerini, le pays du pommier et du géranium rosa, au sud-est d'Antsirabe. La suite me conforta dans ma première impression. Elle prouva que cet agent était insensible à toute pression, même venant d'administrateurs français. Il ne connaissait à cet égard que la réglementation en vigueur. Il était imprégné de l'esprit de corps forestier conféré à la fois par l'école forestière locale, le prestige de l'uniforme, le pouvoir de police et en outre, le sentiment de détenir des compétences techniques importantes pour le pays. Il avait une haute idée de son rôle, et se révéla un collaborateur précieux et d'une fidélité à toute épreuve. Civilité. Fonctionnaire nouvellement affecté, je me devais de me présenter aux représentants de l'exécutif local, l'administrateur en chef de la France d'Outre-mer, chef du district d'Antsirabe, et de faire mes visites aux collègues des autres services techniques, agriculture, élevage, travaux publics, etc. Nous partîmes donc de bon matin, Hélène et moi dans la cabine, Rakoto, Justine et un garde stagiaire sous la bâche de la camionnette. Le moteur se mit rapidement à chauffer, et nous dûmes adopter une autre configuration. Le garde stagiaire en position précaire, allongé sur une aile, alimentait quasiment en continu un radiateur plus avide en eau que ne l'était en essence le carburateur. J'appris ainsi à surmonter les heures et malheurs d'un véhicule automobile en terre malgache. Nous nous fîmes bien entendu doubler par un certain nombre de véhicules, dont 2 taxis-brousses qui se faisaient concurrence dans la chasse aux clients. Au kilomètre 143, ils se présentèrent de front devant le pont à voie unique, ce qui valut au moins chanceux d'aboutir une vingtaine de mètres en contrebas dans le torrent. Bilan : un mort et plusieurs blessés dont se souciaient fort peu les survivants occupés à remonter bagages, sobicas, cage à poules, marmites et autres ustensiles. La gendarmerie fut notre objectif premier où je rendis compte de l'accident qui fut enregistré sans émotion particulière par la maréchaussée. Le gendarme m'indiqua que l'événement était courant avant d'aller sur place accompagné d'un supplétif. Le chef de district, homme très imbu de sa personne et de ses fonctions, m'accueillit correctement mais sans plus, me signalant au passage que mon garde forestier était une forte tête. Pas de nouvelles de mon rappel de traitement, et peu d'empressement de l'agent spécial pour trouver une solution même provisoire à une situation devenant à la longue très difficile. Fort heureusement, ma qualité d'officier de réserve nous permit d'être hébergés dans d'excellentes conditions et à peu de frais aux messes militaires. Visite à l'hôpital, à la station agricole où l'ingénieur vit en moi plus un concurrent qu'un collègue, à la station d'élevage où le vétérinaire et sa femme nous accueillirent au contraire très cordialement, ce qui nous réconforta. Le pharmacien était le président de la société de pêche, avec des prétentions immédiates en déversement de truites que je ne pouvais satisfaire. Fort heureusement, le commissaire de police, également pêcheur, qui avait connu mon lointain prédécesseur, corse comme lui, sut par la suite mettre du liant dans des relations qui s'établissaient sous de mauvais auspices. À l'époque, la diplomatie n'était pas mon fort, et je commençais à être excédé par tous les obstacles et toutes les vicissitudes que nous endurions Hélène et moi depuis notre arrivée dans l'île. Figure 3.
Départ de Tananarive pour les hautes terres malgaches, jeep et remorques chargées de bagages. Figure 4. Les hautes terres du Vakinankaratra, de 1500 à 2400 mètres. Figure 5. Repérage des centres des eaux et forêts. Figure 6. Tiré de Le massif de l'Ankaratra et ses abords, Madagascar, par Acarié in Annales de géographie, année 1914, volume 23, numéro 127. 2 empoisonnés. Assignés à résidence, faute de voiture. Nous rentrâmes à Antsampandrano le surlendemain avec le nécessaire mais pas davantage. Un chauffeur me fut affecté, venant de je ne sais où, un prénommé Raymond, présentant bien et parlant parfaitement le français. La camionnette consentit à faire encore un aller et retour à Amboïbari, le marché malgache le plus proche de la station, puis refusa de quitter son garage. Je demandai alors au chauffeur de voir pourquoi. Il me répondit qu'il savait conduire mais ne possédait aucune notion de mécanique. Cela me sembla curieux, mais comme tout ce que nous vivions depuis notre arrivée était insolite, je décidai, à défaut d'autres compétences sur place, de voir par moi-même et de mettre en pratique les connaissances que j'avais acquises dans le génie militaire. J'auscultai donc tout, démontant, nettoyant, remontant. Nous fîmes de multiples essais de démarrage, à la manivelle, puis en faisant pousser la voiture d'une pente à l'autre. Je me souviens des propos encourageants de Rakoto Justine qui, l'œil rivé sur l'orifice du tuyau d'échappement complètement autosuggestionné, me disait « Ça fume, patron, ça fume ». Mais la camionnette refusait toujours de démarrer. Je me livrai à un examen plus approfondi, et ayant démonté le Delco Copyright, je m'aperçus que le charbon central était écrasé. Cela n'avait pu se faire sans l'intervention du Saint-Esprit. Il ne s'agissait pas d'une usure, mais d'une intervention délibérée. De qui ? La prudence imposait que je n'accuse personne. Je montrai le Delco au chauffeur qui prit un air abruti. J'étais pour ma part plus que perplexe. Je m'étends sur cet incident parce que, sans véhicule, nous étions bloqués avec toutes les conséquences que la situation impliquait. La date de l'accouchement d'Hélène approchait. Je me faisais beaucoup de soucis et elle aussi, d'autant plus que son état de santé déclinait régulièrement. Je me plongeais dans la lecture d'un bouquin donné par notre belle-sœur Jane au moment où nous partions de France. La mère canadienne, envisageant tous les cas de figure pouvant se présenter à un ménage isolé dans les immensités américaines. Je m'attachai à une lecture attentive des pages consacrées à l'accouchement. Nous pensions enfin, dernier recours, emprunter le taxi-brousse, seul moyen de proximité pouvant nous descendre à la gare de Sambaina. Le train nous mènerait à Antsirab, où un pouce nous conduirait à l'hôpital. Mais ce serait une accumulation redoutable de soucis et de fatigue pour la future maman. Une précédente expérience m'avait montré le caractère aléatoire d'un tel transport. Ayant pris un taxi-brousse au sommet du col, j'avais vu que les pneus du véhicule étaient archi-usés, laissant voir le rouge de la chambre à air, ce qui entraîna évidemment une crevaison dans la descente. Le chauffeur avait une unique rustine pour réparer, et sans dissolution. Les voyageurs ont donc terminé le trajet à pied. D'où notre appréhension. Nous avons renoué avec la civilisation un dimanche matin, jour de notre premier anniversaire de mariage. Un bruit de voiture nous alerta, alors qu'Hélène se préparait à confectionner un repas de gala. Nous avions encore du riz, un paquet de biscuits nantais et des boîtes de sardines à l'huile. Nous allions en ouvrir une en cette occasion à marquer d'une pierre blanche, quitte à pousser la sardine avec un biscuit. J'allais voir sur le perron qui nous arrivait ainsi. Près du pont, une voiture garée sous un grand cyprès. Un homme, un Européen, était en train de sortir un attirail de pêche du haillon arrière d'un Bréac Peugeot et une femme s'affairait avec des sous-bics contenant manifestement de quoi pique-niquer. 2 enfants, 2 garçons, aidaient. Je vois une énorme surprise s'afficher sur leur visage quand ils m'aperçoivent. « Vous êtes le forestier de Maniakatompo chargé de l'intérim ?» me dit l'homme manifestement chez lui. D'une façon un peu sèche, je le détrompe en lui indiquant que je suis le maître des lieux et je lui demande qui il est, et considérant son matériel de pêche, ce qu'il vient faire. Il s'agit en fait du commissaire de police d'Antsirab qui vient en famille passer le dimanche ici et faire une partie de pêche à la truite. Il m'explique qu'il est un ami de mon prédécesseur, corse comme lui,
qui lui avait donné la faculté de pêcher dans le domaine à son gré. Je réalise que lors de notre éphémère passage à Antsirab, j'avais omis de me présenter et je m'en excuse immédiatement au moment où ma femme, sortant de la maison, suscite un regain d'étonnement. Salutations, explication qui porte l'épouse à s'apitoyer sur la condition d'Hélène. Nous sommes gênés de ne pouvoir leur offrir autre chose que l'abri s'il pleut, étant dépourvus de tout, même de quoi préparer un apéritif. C'est eux qui nous proposent du pain, avant d'aller s'installer pour déjeuner dans la forêt. C'est ainsi que finalement, nous avons eu du pain pour pousser nos sardines en ce jour anniversaire. Ce ménage nous fut par la suite et en maintes circonstances d'un grand secours, et nous nous fréquentâmes beaucoup. Exfiltré. Deuxième heureux événement, dans la semaine qui suivit avant que nous ne songions au taxi brousse. Vint un piéton porteur d'un télégramme de mon chef de service. Le télégramme m'avisait que le chef de la province de Tananarive, désireux de passer quelques jours en montagne, arriverait avec sa femme et qu'il fallait lui réserver le meilleur accueil, ce qui allait de soi. L'administrateur en chef arriva donc avec son épouse pour le week-end. Le ménage était chaleureux, sympathique. Manifestement, avant d'accéder à d'aussi hautes fonctions, ils avaient connu l'un et l'autre la simplicité de la vie en brousse. Le chef de province prit beaucoup d'intérêt à la visite que je lui fis faire du domaine et au programme que j'avais commencé à élaborer. Son épouse fut scandalisée par le fait que nous n'avions aucun moyen de locomotion, alors que l'état de ma femme devenait véritablement critique. De retour à Tananarive, il renvoya immédiatement sa propre voiture en attendant l'affectation quasi immédiate d'une Land Rover Copyright prise sur je ne sais quel contingent. J'emmenai immédiatement Hélène à Antsirab, au cercle militaire où nous fîmes la connaissance de l'infirmière faisant fonction d'assistante sociale. Elle s'occuperait le moment venu de l'admission d'Hélène à la maternité de l'hôpital. Sachant désormais ma femme en sûreté et en des mains compétentes, j'aurais dû me trouver tranquillisée, or il n'en était rien. Une sourde inquiétude me taraudait mentalement, associée à un état physique qui, sans être franchement mauvais, était nettement moins bon qu'à l'arrivée. Je me raisonnais en attribuant cette sorte de syndrome aux difficultés qui nous minaient l'un et l'autre, et aux effets d'une altitude à laquelle nous n'étions pas encore accoutumés. La psychose se développait néanmoins de façon inquiétante, me conduisant par exemple à me coucher en posant à portée de main mon fusil de chasse chargé et armé. J'avais également conscience de maigrir lentement mais sûrement malgré une nourriture simple, saine et abondante. Riz, poulet ou œufs, cresson. Je me décidai à consulter, et descendis au dispensaire d'Amboïbari desservi par un médecin malgache. On m'en avait dit le plus grand bien, à condition d'être ausculté avant 10 heures du matin, heure à partir de laquelle il sombrait dans un éthylisme de plus en plus profond. Il m'ausculta, me dit que l'essoufflement dont je me plaignais était probablement dû à l'altitude, s'enquit de ce que je mangeais et marqua un net temps de réflexion quand je lui parlais du cresson. Il me demanda si je ne pourrais pas lui apporter immédiatement une soubique du cresson que nous mangions afin qu'il l'examine. Je pensais alors à des parasites, et je frémis en me remémorant que la douve du foie était en France fréquemment observée dans le cresson. Je sautai dans la voiture. Arrivé à la station, je pris la soubique placée sous l'évier et je redescendis immédiatement au dispensaire où je remis le cresson au médecin. Ce dernier tria les touffes et les feuilles, tomba en arrêt devant des filaments blanchâtres, releva la tête et me regarda longuement. Puis il me livra ses prescriptions, me déconseilla cette salade et m'invita à consommer quotidiennement une purée à base de feuilles de patates douces, efficace contre ce que j'avais. En fait, me dit-il, un empoisonnement par les racines de riz probablement contenues dans le cresson dont nous nous régalions. La racine de riz contient un alcaloïde qui, absorbé de façon régulière, conduit à une cachexie pernicieuse, ajouta-t-il. Coup de théâtre, à mon retour, le garde Rakoto me signala que le chauffeur avait disparu ainsi que 3 manœuvres, dont celui chargé du ramassage du cresson. Apparemment, mon précédent aller et retour n'était pas passé inaperçu, et avait été en quelque sorte un coup de pied dans une fourmilière assez inquiétante. Le garde ne paraissait pas fâché que le chauffeur se soit évanoui dans la nature, mais il ne fit pas de commentaire, pas plus que le médecin n'en avait fait. Il fallait assumer la situation car nous étions bel et bien empoisonnés depuis plus de 6 semaines,
ce qui expliquait la dégradation progressive de notre état de santé. Cet état n'avait pas particulièrement retenu l'attention du médecin-chef de l'hôpital, que nous avions consulté. Empoisonné, pourquoi ? On pouvait échafauder un certain nombre d'hypothèses. Mon prédécesseur, parti à la retraite depuis quelques années, n'avait pas été immédiatement remplacé. Le commandeur en avait profité pour installer un détournement de truite très lucratif qu'un nouvel arrivant contrarierait, ce qui avait été le cas. Le trafic de charbon de bois fabriqué illégalement faisait l'objet de convois nocturnes de plus en plus importants entre le poste de Faratsio, à 45 km de là, et la gare de Sambaina 6 à 20 km. Une présence d'agents forestiers plus dense presque à mi-parcours risquait de gêner les trafiquants. Mon prédécesseur lui-même n'était pas en odeur de sainteté lors de son départ. Vivant seul sur le domaine, il avait probablement ses raisons quand il avait dressé la chienne Rita à n'agresser que les seules personnes de sang malgache, chienne dont nous avions hérité et qui, ce travers mis à part, fut un compagnon fidèle et totalement inoffensif pour nos enfants. Il ne restait pas moins que cette discrimination, admise par la plupart des Blancs en cette période de trouble, devait être aux yeux des Malgaches une condamnation supplémentaire apportée au passif des Vazaas. Or nous avions hérité de Rita, et par conséquent de tous les griefs rapportés à l'animal et probablement amplifiés par la rumeur. Enfin, autre bonne raison, la révolte de 1947 avait connu des prolongements dans le massif proche des Vavavato, refuge facile des derniers rebelles jouissant d'appui dans une population assez hostile aux Blancs. Un Français établi en permanence à Ansampandrano pouvait poser problème. Tenter de me décourager par une succession de grèves de main-d'œuvre avait été inopérant. J'avais fait venir des manœuvres du proche pays Betsileo. Restait la solution radicale d'éliminer les gêneurs, pas forcément par l'assassinat brutal mais par l'accumulation de difficultés de vie aggravées par un empoisonnement lent et inexorable devant entraîner l'hospitalisation, et à terme, une affectation ailleurs de ce couple indésirable. La conjoncture a fait que cette dernière solution avait échoué. Je peux imaginer que notre jeunesse, la proximité de la naissance d'un bébé, le courage pour un jeune couple de partager sur place la vie des paysans malgaches, ont non pas rompu la loi du silence, mais suscité une réaction empathique, notamment de la part du médecin malgache local qui n'était pourtant pas lié par le serment d'Hippocrate. Les bonnes relations que j'eus par la suite avec le chef du village voisin, le vieux Rabenois, me portent à penser aujourd'hui qu'il avait eu quelque influence sur le comportement de la population locale, ayant analysé les conséquences d'un fait séditieux et des représailles militaires qui eussent pu suivre. Ce dénouement s'est produit une dizaine de jours après la naissance de Luc. Hélène revint à la maison avec le bébé un peu avant Noël, encore bien fatiguée. Nous mîmes du temps à nous remettre, mais l'enfant se portait merveilleusement et faisait l'admiration de toute notre petite communauté malgache locale. La situation financière était réglée dans la mesure où le chef de la province avait donné aux services administratifs quelques instructions aux vertus miraculeuses. Mon chef de service était devenu tout miel, et la station d'Ansampandrano jouissait à Tananarive, du jour au lendemain, de la bienveillance inespérée de services aussi divers que ceux du garage provincial pour l'entretien et la réparation du véhicule, et de la jeunesse et des sports pour la fourniture d'un filet de tennis. Le chauffeur Raymond était un chef de rebelle, me dit par la suite le commissaire de police d'Antsirab. Il faillit être capturé en ville, alors qu'il percevait de l'argent à la pairie. 3 ans plus tard, le hasard voulut que, en tournée dans l'Ouest, je le reconnus sur une photo de groupe que me présentait le chef du chantier de la société Le Quartz de Madagascar, avec qui je déjeunais. Le prénommé Raymond faisait partie du personnel, et il disparut du chantier le jour de ma visite. Je n'en entendis plus parler par la suite. Les 3 manœuvres auraient été vues à Vinanaoni, un village difficile au pied des Vavavato, mais ils ne furent jamais arrêtés. J'avais évidemment porté plainte auprès des autorités civiles et militaires. Police, gendarmerie, armée qui se démenèrent de concert, fait assez rare pour être signalé. Je fis immédiatement l'acquisition d'un pistolet et d'une carabine légère. Ostensiblement, j'appris à Hélène à tirer sur cible, de façon à ce que cela soit su dans les environs. Je refusai toutefois la caisse de grenades aimablement proposée. Nous n'étions pas à Cameron. Les gendarmes,
le médecin de l'assistance médicale indigène, le commissaire de police, les militaires et bien d'autres personnages habitant Antsirabe, nous firent régulièrement visite au cours des 3 années que nous vécûmes à Antsampandrano, Hélène et moi, puis Luc, puis Marc, nos enfants à Nathanie. Robinson de Brousse. Nous vivions une vie simple par la force des choses, en l'améliorant toutefois par quelques aménagements. C'est ainsi que j'installai l'eau courante à partir d'une excellente source sise à proximité. J'achetai d'occasion un chauffe-bain à bois qui rendit nos ablutions moins spartiates, à condition de bien veiller à ce qu'il n'explosât point. Pour ces travaux de plomberie, je fus énormément aidé par François, le chef maçon, un métis italien dont le père avait travaillé à l'édification de la ligne de chemin de fer allant de Tananarive à Antsirabe. C'était un type très observateur, d'une grande habileté et d'un dévouement sans borne depuis qu'Hélène lui avait soigné une profonde entaille au pied. Il mourut hélas d'une appendicite quelque temps plus tard. Le menuisier Rakotondrarohana n'était pas moins habile dans son art. Il sut compléter notre maigre mobilier administratif par quelques créations fort utiles. Il nous réjouissait en outre par sa bonne humeur constante qui tranchait sur la réserve générale des ouvriers de la station. Le personnel administratif inexistant à notre arrivée se limita à un secrétaire comptable vieil agent bénéficiaire d'un emploi réservé. Grande fut ma surprise et mon admiration lors de la première paye de fin de mois, de voir avec quel scrupule il dressait les états de salaire du personnel. Je vis dans une feuille d'attachement que la chienne Rita apparaissait sur une ligne comme Rita, chienne gardienne piscicultrice, tant de jours à tant de francs, total temps, ne sait ni lire ni écrire, signé pour elle, et suivait les empreintes digitales de 2 témoins ne sachant eux-mêmes ni lire ni écrire. Le cheval Upsal était traité de la même façon, en tant que Upsal, cheval administratif. La pâtée et le picotin étaient ainsi assurés pour le mois à venir. Puissance de pénétration de l'administration française dans un coin perdu de Brousse, à plus de 10 000 km de la mère patrie. En revanche, le nouveau chauffeur Benjamin n'était pas chauffeur mais comptable. Une incompatibilité d'humeur l'avait conduit à quitter le service central de la conservation des eaux et forêts, et à demander sa mutation. Sur sa bonne mine et son évidente bonne volonté, je l'avais recruté. Entretenir le véhicule, changer les roues et réparer les pneus crevés, ne le rebutait pas. Son agilité d'esprit et sa complaisance naturelle en firent un auxiliaire précieux aussi bien dans les démarches en ville que lors de palabres en brousse et il se trouvait bien du climat assez familial, calme et convivial régnant à la station forestière. La vie domestique s'améliorait donc avec le temps. Nous transférâmes la cuisine de appentis extérieur à l'intérieur de la maison, et un réchaud à pétrole Coleman Copyright remplaça le potager à charbon de bois. Hélène avait ainsi une cuisine ultramoderne où trônait probablement le seul autocuiseur de la région. Une cocotte minute Lucullus Copyright offerte par ma mère avant notre départ. Le boy cuisinier Rakoton Ravelo, terrorisé au début par les sifflements de la buse. Il y en a trop la pression, disait-il caché sous l'évier. S'était finalement accoutumé à l'engin, et roulant désormais ses maigres mécaniques, se taillait alentour une renommée de dompteur de casseroles Vazaar. Un ingénieur des travaux publics essaya de me convaincre qu'une turbine Francis Copyright, installée au bas de la cascade, fournirait de l'électricité en abondance. C'était gentil de sa part et il ne comprit pas mon refus, mais je voyais assez mal cette verrue dans le cadre admirable du cirque naturel constitué au creux de la montagne par la confluence des 2 rivières. Au demeurant, nous nous accommodions assez bien de nos lampes à pétrole après en avoir déchiffré les mystères. J'eus préféré le téléphone que nous eûmes finalement en fin de séjour, grâce à un troc de poteaux téléphoniques provenant de nos boisements contre du fil de cuivre. Par la force des choses mais aussi par goût, nous vivions assez en autarcie. C'est ainsi que notre premier soin fut d'aménager un jardin dans le riche bas-fond d'un méandre où poussèrent à profusion carottes, laitues, haricots verts, tomates, tétragones 16 et artichauts. Nous avions même du bétail. 2 chèvres et un bouc qui nous donnèrent de succulents cabris. Nous avions abandonné la production laitière, source de conflits entre les chèvres et l'apprenti treilleur. Quant à la volaille, elle était régulièrement atteinte et décimée par les maladies aviaires introduites par les bêtes que l'on nous offrait à l'occasion de telle ou telle fête. Par anticipation, Hélène en faisait des confits dans des boîtes de Legigos Copyright que je soudais.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.